Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Parlons-en. Animé par Delici Eric Degila, professeur de pratique de relations internationales à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, cette série explore les défis auxquels l'Afrique est confrontée, de la justice sociale, la paix et la stabilité, à l'intégration régionale au service du développement économique, tout en mettant en lumière les contributions africaines à la refondation d'un nouvel ordre mondial. À travers des échanges approfondis avec des dirigeants, des décideurs et des experts, elles mettent en lumière les dynamiques qui façonnent le continent et son rôle sur la scène internationale. Dans cet épisode, nous avons l'honneur d'accueillir Robert Ducey, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur de la République togolaise. Figure majeure de la diplomatie africaine, Robert Ducey revient sur l'héritage persistant de la balkanisation de l'Afrique depuis la conférence de Berlin et souligne l'urgence d'une responsabilité et d'une unité africaine pour surmonter les divisions coloniales. Parmi les thèmes abordés figure le rôle transformateur de l'Union africaine et des communautés économiques régionales dans la promotion de la libre circulation et de l'intégration économique, ainsi que l'actualité du panafricanisme comme réponse aux défis auxquels le continent est confronté. Le ministre partage également ses perspectives sur le 9e congrès panafricain qui se tiendra au Togo en décembre 2025 et examine les voies par lesquelles l'Afrique peut affirmer sa place dans un ordre mondial fragmenté, notamment à travers des partenariats internationaux diversifiés, le commerce intra-africain et un leadership jeune et conscient. Bonjour Monsieur le Ministre, chers collègues, professeur Robert Ducey et bienvenue dans Africa Podcast Series du Geneva Graduate Institute. Merci, bonjour à vous aussi. Je suis content de vous accueillir ici à Lomé pour ce podcast. Merci de votre accueil. Beaucoup a été dit sur la balkanisation de l'Afrique, à savoir le morcellement territorial du continent lors de la conférence de Berlin, qui a donné lieu ensuite à l'installation de l'expérience coloniale de manière durable. Quel est votre avis sur la question? Mon avis va peut-être vous choquer, mais je voudrais de prime abord être sincère avec vous. Moi, je pense d'abord que la balkanisation de l'Afrique telle que nous la vivons aujourd'hui, après la conférence de Berlin, nous sommes en train de vivre les 140 ans après cette conférence. Je crois que ça a été une affaire qui arrangeait beaucoup plus ceux qui ont décidé de nous diviser. Donc, je suis désolé de vous le dire parce que, comme vous le saviez, cette décision avait été prise sans la présence des Africains. C'est ce que nous avions dénoncé lors des 140 ans, la commémoration de la conférence de Berlin, il y a quelques mois à Berlin, avec des amis allemands. Donc, ainsi dit, c'est un état de fait, mais je pense que maintenant, c'est à nous, Africains, de prendre notre responsabilité pour construire notre continent. Oui, vous avez tout à fait raison. À Berlin, aucun leader africain n'a été invité, en effet. Mais alors, aujourd'hui, quels efforts sont déployés sur le continent pour surmonter les divisions héritées de cette expérience coloniale? Vous savez, notre collègue Ali Mazrui a indiqué que le Sahara est une relique de cette expérience coloniale. Mais aujourd'hui, quels sont les efforts déployés pour que le continent aille de l'avant? Non, beaucoup d'efforts ont été déployés. Je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Nous avions aujourd'hui sur un plan continental notre organisation commune qui est l'Union africaine. Donc, il y a déjà une tentative d'organisation de nos États avec les faiblesses que nous connaissons. Au-delà de l'Union africaine, nous avions les communautés économiques sous-régionales. Donc, nous avions différentes communautés économiques de l'Afrique de l'Ouest, centrale, australe, etc. et Afrique du Centre. Donc, je pense que ces communautés économiques-là, elles aussi, contribuent à unifier le continent, contribuent à donner une visibilité au continent. Mais il faut avouer que depuis la création de l'OUA devenue Union africaine, depuis la création de chacune de nos communautés économiques régionales, nous, en Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de fêter les 50 ans de la création de la CEDEAO. Nous avions fait beaucoup d'efforts, mais je dirais très franchement qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Mais il faut remarquer que c'est une dynamique qui répond à chaque région. Au moins, dans la région Afrique de l'Ouest, il y a une véritable libre circulation des personnes et des biens. Vous voyez, ce qui n'est pas encore dans les autres régions, que je déplore.
Mais ça n'a pas de sens aujourd'hui que vous soyez seulement en Afrique centrale. Vous êtes centrafricain pour aller seulement au Cameroun, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, les pays voisins, vous avez besoin de visa pour entrer. Ça n'a pas de sens. Mais nous, en Afrique de l'Ouest, nous avions dépassé cela. Donc, je pense que c'est la dynamique de chaque communauté. Et notre souhait aujourd'hui est que toutes les communautés économiques régionales puissent aller au moins vers cette libre circulation des personnes et des biens. Donc, circuler dans tout le continent africain sans avoir besoin de visa. Les Européens l'ont réussi, nous avions la capacité de le faire. Et ça, ce n'est pas à nous de nous plaindre pour dire que c'est les autres qui nous imposent ou qui nous empêchent de le faire. Nous sommes capables de le faire et nous devons le faire. Merci beaucoup pour ces paroles très fortes. Effectivement, il faut une prise en charge, une appropriation des leaders africains pour stimuler ces dynamiques d'intégration et surtout favoriser, comme vous l'avez indiqué, la circulation des personnes et des biens à l'intérieur du continent, mais aussi dans les sous-systèmes et les sous-régions. Mais alors, ayant dit cela, je vois le panafricanisme comme une pierre matricielle. Quelle est votre acception de ce concept et comment est-ce que vous pensez que le panafricanisme peut répondre aux défis contemporains de l'Afrique? Vous saviez, pour répondre à votre question, je voudrais officiellement vous inviter à participer au 9e congrès panafricain que le Togo organisera les 8 et 12 décembre 2025. Et vous allez discuter avec tous les frères et sœurs africains de la diaspora, les afro-descendants pour voir l'enjeu de ce congrès. Je voudrais, pour répondre directement, je pense que vous et moi, nous sommes tous africains, panafricains. Les enjeux du panafricanisme sont tels qu'aujourd'hui, notre vision du panafricanisme est de sortir de la théorie pour toucher des questions réelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que le 9e congrès auquel je vous invite parlera de la place de l'Afrique dans les institutions internationales. C'est un autre débat qu'on pourra faire pour voir qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, l'Afrique est sous-représentée sur le plan international. Mais comment résoudre ce problème? Nous voulons un panafricanisme beaucoup plus réaliste. Le mouvement panafricaniste a commencé avec ses pairs par un souci d'identité. Il s'est politisé, il évolue ce mouvement selon les impératifs du temps et nous voulons qu'au temps où nous parlons, que ça soit beaucoup plus une réalité qu'une théorie pour ne pas que certains prennent les panafricanistes comme des utopistes. Donc nous ne voulons pas de ça. Ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions toucher les réalités du continent africain, les réalités des Africains, des Afro-descendants dans le monde. C'est pourquoi, pour gagner du temps, je pense que les conclusions du 9e congrès panafricain seront enrichissantes pour nous tous et pour vous-même, afin de parler avec tous les frères et sœurs africains et afro-descendants dans le monde. Merci pour votre invitation à venir en décembre au 9e congrès, mais aussi à donner à voir comment le panafricanisme doit passer de la théorie à la pratique. Mais alors, qu'est-ce que le Togo apporte ou quel rôle le Togo peut jouer dans la promotion du panafricanisme aujourd'hui? Je dois saluer tous les efforts qui sont faits et cette agentivité marquée de votre pays pour faire valoir ce panafricanisme d'action, mais de manière plus spécifique. Comment vous envisagez le rôle du Togo pour avancer dans cette... Vous savez que le Togo a pris à cœur déjà cet agenda. N'oubliez pas que le Togo avait déjà introduit en 2021 auprès de l'Union africaine une décennie des racines africaines et de la diaspora. Nous l'avions déjà fait au sein de l'Union africaine. Le Togo, comme nous venons de le dire, va organiser le 9e congrès panafricain. Donc, c'est déjà un rôle, le Togo joue déjà un rôle important pour le mouvement panafricaniste aujourd'hui. Comme vous le saviez, lors du dernier sommet de l'Union africaine, le Togo a initié auprès de l'Union africaine la qualification de la déportation, de l'esclavage et de la colonisation comme crime contre l'humanité, particulièrement comme un génocide contre les peuples africains. Donc, ce sont des engagements panafricains. Tout ce que le Togo fait aujourd'hui, le Togo ne le fait même plus pour lui-même.
parce que nous parlons des Africains et des Panafricains. Donc, je pense que le Togo, le président Faure Gnassingbé et toute la diplomatie togolaise est derrière un mouvement panafricaniste beaucoup plus réaliste pour résoudre les problèmes des Africains. Nous-mêmes, en Afrique, on se plaît à nous plaindre. Nous disons qu'il faut arrêter de se plaindre. Des ingérences extérieures, oui, il y a des ingérences extérieures, mais il faut aussi avoir notre propre responsabilité dans la gouvernance de nos pays. Donc aujourd'hui, le mouvement panafricaniste est un mouvement, comme vous le saviez, qui revendique beaucoup plus de place pour les Africains et qui revendique aussi que le continent africain, comme continent mère de tous les Africains et afro-descendants dans le monde, puisse se faire respecter et que vous et moi, Africains, partout où nous partons, nous puissions être respectés, nous ne puissions pas être jugés selon la couleur de notre peau ou selon l'endroit où nous sommes venus pour dire que nous sommes Africains. Donc, le rôle du Togo est un rôle capital. Le Togo l'a affirmé par ses différents actes auprès de l'Union africaine et l'affirmera de nouveau lors du 9e congrès panafricain prévu en décembre prochain. Et je dois en effet souligner que c'est un tournant décisif que le Togo ait amené à la table panafricaine la question de la reconnaissance de l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Alors, Monsieur le ministre, quelle place aujourd'hui l'Afrique occupe dans un monde fragmenté où l'ordre mondial se recompose? Comment vous voyez un positionnement peut-être différencié ou nouveau de notre continent? Vous saviez, je me réjouis que vous posiez cette question parce que il y a 3 ans, nous avions lancé une table de réflexion informelle que nous appelons l'Alliance politique africaine. Et vous allez d'ailleurs partager avec nous votre point de vue sur cette Alliance politique africaine. Vous savez, la place de l'Afrique, si nous ouvrons ce débat, nous n'allons pas en finir aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'il y a un événement dans le monde, chaque peuple ou chaque continent, chaque organisation essaie de s'affirmer. Aujourd'hui, vous et moi, nous voyons plusieurs fois des collègues européens se réunir dans des centres de recherche, dans des instituts de recherche comme les vôtres, sur un plan politique, au niveau ministériel, au niveau institutionnel, pour réfléchir sur, par exemple, l'autonomisation en termes de sécurité et de défense de l'Europe. Les Asiatiques le font, les Américains n'en parlent pas. Mais on a l'impression que c'est seulement les Africains qui ne le font pas. Et c'est pour cette raison qu'il y a 3 ans plus tôt, cette plateforme informelle a été créée pour que nous puissions réfléchir sur notre destin commun, pour que nous puissions réfléchir sur ce que nous voulons faire, quelle place occupons-nous, que devons-nous faire. Le monde est en mutation. Les autres peuples, les autres nations s'affirment, les Européens s'affirment, ils sont tout le temps en réunion à tous les niveaux, intellectuels, centres de recherche, ministériels, présidentiels. Les Américains, c'est la même chose. Les Asiatiques font la même chose. Mais nous, quand nous nous retrouvons à l'Union africaine, on parle très peu de ça. On est dans des dossiers institutionnels, parfois des bagarres d'arrière-garde, entre régions, entre pays, des positionnements africains. Mais jamais l'Afrique ne prend une position ouverte sur un plan international. Et c'est pour cette raison que 3 ans après, nous nous retrouvons de nouveau à Lomé pour discuter de la géopolitique internationale, du rôle et de la place que l'Afrique doit occuper, de l'autonomisation de l'Afrique sur les questions de défense et de sécurité. Il y a quelques mois, dans certains pays africains, on vient nous dire ici que si vous avez des questions de sécurité, nous allons venir vous aider. Nous disons aujourd'hui, non, nous voulons nous battre nous-mêmes pour défendre nos pays. Et certains disent, ah non, mais vous n'avez pas des armées fortes, nous allons vous aider. Oui, vous voulez nous aider, mais pourquoi vous voulez vous organiser vous-même pour avoir une défense dans votre pays et vous ne voulez pas que nous ayons une défense nous-mêmes? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de fabriquer les matériels, les équipements pour nos armées nous-mêmes, pour assurer la sécurité du continent africain? Et je résume pour dire que l'Afrique aujourd'hui veut s'affirmer par ces intellectuels que vous êtes, par ces chercheurs que vous êtes, pour faire des propositions aux politiques afin que, ensemble, nous puissions aller pour bâtir une Afrique nouvelle. Je dois vous féliciter pour cette initiative d'offrir une plateforme de réflexion stratégique, mais surtout prospective, ici en Afrique, à Lomé, au Togo, parce qu'en effet, c'est de cette manière que
on se positionne et on exerce d'une certaine façon une agentivité et je me réjouis de pouvoir participer aux échanges. Mais alors, Monsieur le ministre, comment est-ce que dans un contexte géopolitique en pleine mutation, l'Afrique peut, d'une certaine manière, tirer meilleur profit de la recomposition de la scène mondiale avec des acteurs qui émergent, qui s'affirment davantage et qui peuvent offrir des alternatives pour nos pays africains? Moi, je pense que la première chose, c'est que l'Afrique doit diversifier sa coopération. Nous sommes dans un monde en mutation. Nous avions aujourd'hui d'autres, comme vous le dites, d'autres alternatives. On n'arrive toujours pas à comprendre que, par exemple, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il y ait des réticences pour que l'Afrique soit représentée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que pour une fois, nous avions déjà en Afrique pris une décision pour savoir comment nous voulons être représentés au sein du Conseil de sécurité. Il y a quelques années, nous avions des partenaires traditionnels, ce qui se comprend parce que c'est le résultat de la colonisation. Mais aujourd'hui, nous avions des nouveaux partenaires qui émergent. Aujourd'hui, nous avions le BRICS, et nous parlerons du BRICS également. Aujourd'hui, nous avions des nouveaux partenaires qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe centrale, avec qui nous devons travailler. Donc, je pense que nous devons sortir d'une vision que je dirais ancienne, même atavique, de la coopération traditionnelle, pour aller vers une vision beaucoup plus moderne et s'ouvrir pour travailler avec tout le monde. On ne doit plus s'empêcher, sur le continent africain, de choisir qui, dans un domaine particulier, doit travailler avec nous sur le continent. Et c'est cette vision que nous essayons d'incarner au Togo pour être ouverts à la fois avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec la Turquie, avec tous les pays, le Japon, etc., qui veulent travailler avec nous et dans des domaines spécifiques de notre coopération. Et je pense que c'est l'une des clés du développement de chacun de nos pays. Merci pour cet éclairage qui indique l'importance pour l'Afrique aujourd'hui de diversifier ses partenariats. Mais si je vous demandais, Monsieur le ministre, de votre point de vue, qu'est-ce que l'Afrique a apporté au reste du monde en termes de fabrique d'une société internationale pluriverselle? Comme vous savez, on tend désormais à une diversification d'acteurs importants. Et dans ce contexte, qu'est-ce que notre continent a de spécifique qu'on pourrait offrir en termes de contribution à ce monde qui se recompose sous une logique pluriverselle? Je vous prie, ne réduisez pas l'Afrique et les Africains comme si nous sommes que des consommateurs ou que nous sommes à la remorque de l'histoire. L'histoire a commencé en Afrique avec les Africains, sur un plan intellectuel, d'abord. L'histoire a sur tous les plans. Je ne suis pas historien, mais je voudrais, en tant qu'apprenti philosophe, vous dire que même les premiers philosophes dans la Grèce antique étaient dans l'Égypte antique. Je vous prie de lire Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, oui, pour vous rendre compte que aujourd'hui, les grandes nations qui ont fait toutes ces découvertes-là ont puisé une bonne partie de leurs connaissances scientifiques, mathématiques, etc., dans l'Égypte antique, qui est africaine. L'Afrique a toujours été, dès l'origine du monde dans lequel nous sommes, un moteur essentiel de toutes les découvertes, la contribution de l'Afrique comme continent et des Africains à l'histoire universelle et à la découverte de tout ce que nous vivons aujourd'hui dans ce 21e siècle. Sur ce point, vous prêchez un convaincu. Effectivement, l'Afrique reste la terre matricielle où beaucoup de choses ont été faites, écrites, partagées. Dans le champ disciplinaire des relations internationales, il y a cette propension à reléguer l'Afrique, vous avez raison, comme étant l'Afrique et les États africains, comme étant des consommateurs de ce qui est inventé par le reste du monde. Et c'était sous cet angle que ma question vous était posée pour montrer comment changer la perspective et insister sur ce que, en effet, l'Afrique a déjà depuis longtemps apporté et va continuer à apporter, mais peut-être de manière plus visible
Et vous avez raison d'insister sur le rôle de tous les intellectuels, les chercheurs africains et d'ailleurs, pour mettre en exergue la contribution de notre continent à la fabrique de cette société internationale qui se recompose. Alors, avant de vous quitter, qu'est-ce que vous voyez comme horizon positif de notre continent dans les prochaines années pour s'installer véritablement comme un acteur qui compte sur la scène mondiale? Merci pour ces dernières questions. Mais je voudrais vous rassurer que je suis optimiste personnellement pour le continent africain parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique telle que nous avions de plus en plus de nouveaux dirigeants qui sont conscients de l'enjeu du continent africain, de l'enjeu de chacun de leurs pays. Et nous sommes aussi dans un monde aujourd'hui de mutation avec une jeunesse qui est de plus en plus consciente des enjeux. Les jeunes d'aujourd'hui, bien qu'ils soient très pressés parfois, mais sont conscients, veulent voir leurs conditions de vie changer. Et cela touche à la responsabilité des gouvernants. Nous devons forcément donner un horizon meilleur à nos jeunes. Nous n'avons pas le choix de le faire. Et fort de cette vision et de cette jeunesse qui veut un changement réel dans sa vie, dans son quotidien, nous n'avons pas le choix en tant qu'Africains de changer notre gouvernance. Nous avions tout sur ce continent pour être aujourd'hui objet même de moquerie sur certaines chaînes internationales. Mais cela aussi est lié à la qualité de notre gouvernance. Ici, moi, je voudrais aussi qu'on soit capable de faire notre mea culpa. Nous avions tout, mais pourquoi nous ne sommes pas comme les autres? Nous ne sommes pas comme les autres aussi parce que parfois nous ne gouvernons pas bien. Donc, il faut faire ce mea culpa, changer de paradigme et mettre les populations, la jeunesse au centre de nos intérêts pour transformer ce continent. Normalement, ce continent, avec les leaders politiques visionnaires et responsables, nous ne devons pas souffrir de quoi que ce soit. Et ce sont les autres peuples qui doivent venir vers nous parce qu'ils ont besoin de nous et non nous, voir notre jeunesse mourir dans les océans et dans les mers pour rejoindre d'autres continents. C'est ce qui devrait se passer, mais ce n'est pas le cas et je reste optimiste que la nouvelle vision que portent de plus en plus certains leaders africains contribuera à remettre l'Afrique comme un continent important sur la scène internationale. Mais alors, entre nous, Africains, pays africains, est-ce que nous échangeons suffisamment? Est-ce que nous commerçons suffisamment? Est-ce que nous partageons suffisamment les atouts des uns au bénéfice des autres? Est-ce peut-être que ce nouveau marché continental qui a été mis en place, la ZLECAf, contribuerait à stimuler aussi les échanges sur le continent? Oui, je vous vois venir en parlant de la ZLECAf. Effectivement, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, il faut saluer le fait que l'Union africaine a pu mettre en place cette zone de libre-échange continentale. Maintenant, il faut donner du contenu à cette zone. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a certains blocages. Il nous faut être capable de dépasser ces blocages. Mais moi, ma vision de la ZLECAf, c'est aller vers une ZLECAf continentale, comme le nom l'indique, bien sûr. Ce n'est pas évident si nous n'avons pas encore réglé les questions au niveau de chaque communauté économique régionale. Il est important que les 5 grandes entités dont nous avons parlé au début de notre entretien puissent contribuer en leur sein par la libre circulation des biens. Comment peut-on parler de la ZLECAf aujourd'hui quand on sait aujourd'hui qu'en termes d'échange, vous prenez seulement l'échange même continental, sous-continental, au niveau de la CEDEAO, entre pays de la CEDEAO, je donne l'exemple de la CEDEAO parce que le Togo est membre de la CEDEAO, nous sommes à peu près à 9 à 10% d'échanges entre pays. Et sur un plan continental, avec l'Union africaine, je pense que nous sommes à 11,5-12%. C'est-à-dire que sur le continent africain, nous importons plus de 85% de tout ce que nous consommons de l'extérieur. Le commerce intra-régional est difficile. Et ça, c'est des problèmes fondamentaux. C'est pourquoi la ZLECAf est une bonne chose, mais la ZLECAf doit s'appuyer sur l'effort que doit faire chaque communauté économique régionale. Si au niveau de chaque communauté économique régionale, nous ne réussissons pas l'échange intra-pays, il serait difficile que la ZLECAf puisse résoudre le problème. Et le risque,
c'est que même en parlant de la ZLECAf avec la création des entreprises sur le continent, dans le fond, la question n'est pas réglée. Oui. C'est-à-dire d'autres entités peuvent venir créer des entreprises au nom de la ZLECAf sur le continent, dans nos pays, pour contribuer aux échanges intra-africains, mais à la fin, ces fonds ne restent pas sur le continent africain, seront exportés en dehors du continent africain. Donc, c'est un enjeu important. Nous souhaitons que les leaders africains puissent rapidement prendre conscience que la ZLECAf est une voie formidable pour des échanges intra-africains et qu'il faut lever toutes les dernières barrières, parce qu'il y a encore des barrières dans certaines zones économiques africaines ou dans certaines communautés économiques africaines. Je ne voudrais pas les citer. Merci beaucoup pour cette précision et cette nuance. Vous êtes en faveur d'une approche incrémentale. D'abord, l'échelle sous-régionale, stimuler les échanges, et ensuite l'échelle continentale pour tirer meilleur profit au bénéfice des populations africaines. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté d'échanger avec nous dans le Africa Podcast Series du Geneva Graduate Institute. Merci encore pour votre accueil chaleureux ici à Lomé. Et je me réjouis de revenir en décembre pour le 9e congrès panafricain. Merci à vous, professeur, pour cet échange et merci surtout pour tous les efforts d'éveil de conscience que vous faites auprès de la jeunesse africaine, auprès des jeunes intellectuels, jeunes universitaires africains. Je pense que nous avions besoin des échanges comme ça pour que la jeunesse africaine, les étudiants et autres jeunes intellectuels africains soient conscients des enjeux que nous vivons aujourd'hui. L'avenir du monde, c'est sur l'Afrique que ça va se dérouler. C'est ici que les enjeux du monde de demain vont se dérouler. Ce n'est pas en Europe, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Asie. C'est sur le continent africain et je vous remercie.